Bien, ouvrez grand la bouche et tournez la tête. Voilà, c'est parti. Attention. Bonjour à tous. Bienvenue, on est ravis de vous retrouver dans Xenius. Le bruit de la roulette du dentiste, c'est vraiment, mais alors vraiment, un des plus horribles qui soit. Je suis bien d'accord. Et ce bruit, on l'a entendu plus souvent qu'à notre tour, Gunnar et moi. Peut-être que vous, qui nous regardez, en êtes passés par là aussi. Est-ce que la roulette sévit toujours autant dans les cabinets dentaires? C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Nous allons nous intéresser aux soins dentaires de demain et aux nouvelles solutions pour venir à bout des caries. Et ça va se passer ici même, au service d'odontologie de l'hôpital de la Charité à Berlin. Chaque année, 80 étudiants y passent leur diplôme de médecine dentaire. Avec cette roulette que Caro brandit de manière diabolique, nous allons jouer les apprentis dentistes. Mais avant, petit historique de cette spécialité au passé douloureux. L'histoire de la dentisterie est truffée de mythes et de superstitions, à commencer par la théorie du ver qui rongerait la dent et serait à l'origine de douleurs intolérables. Cette croyance populaire a perduré pendant plus de 3500 ans, jusqu'au 19e siècle. Le chemin de la médecine dentaire moderne a été long et douloureux. Il débute à la préhistoire. Des restes humains retrouvés dans une tombe vieille de 14 000 ans dans le nord de l'Italie portaient des signes de soins dentaires. On avait aussi cureté une carie. C'est à ce jour la plus ancienne preuve d'un traitement dentaire. Quelques milliers d'années plus tard, en 1500 avant notre ère, les Étrusques, les Romains et les Phéniciens fabriquent les premiers bridges. Les dents artificielles en ivoire, en dents d'hippopotame ou en os sont fixées aux dents voisines avec du fil de fer ou un bandeau d'or. Ce sont les ancêtres de nos prothèses actuelles, en quelque sorte. Mais ces dents de remplacement n'étaient pas fonctionnelles. Elles ne permettaient pas de mastiquer. Leur vocation était purement esthétique. Les premiers traités de médecine datent de l'Antiquité. Les Grecs anciens préconisaient de conserver ces dents le plus longtemps possible. On arrachait une dent seulement si on pouvait l'extraire sans effort avec une simple pince en plomb. Sinon, elle devait rester en place. Dans la Rome antique, l'invention de nouveaux instruments fait évoluer les techniques de soins. Au Moyen-Âge, les soins dentaires se résument à des extractions pures et simples. C'est l'époque des rebouteux, des barbiers, des charlatans ambulants. Leurs pratiques empiriques leur ont valu le surnom éloquent d'arracheurs de dents. Contre la rage de dents, ils ne prônent qu'un seul et même remède, l'extraction. Le cabinet dentaire, c'est la place du village. Les arracheurs de dents officient sur les foires. Si leur art se révèle inopérant, il ne reste plus qu'à s'adresser à une puissance supérieure, à savoir Sainte Apolline, la patronne de tous ceux qui souffrent de maux de dents. Apolline est une martyre chrétienne. Ses tourmenteurs romains lui ont fracassé la mâchoire et brisé toutes les dents. Elle est surtout invoquée par les couches supérieures de la société. Les riches avaient une alimentation plus sucrée. Ils pouvaient déguster des entremets que le bas peuple ne pouvait pas s'offrir. Et lorsqu'une gente damoiselle abusait des sucreries, elle ne tardait pas à en subir les conséquences. À la Renaissance, les soins dentaires s'améliorent, même si certaines méthodes n'ont pas les résultats escomptés. En France, Louis XIV, le roi Soleil, s'était fait arracher toutes les dents. Mais l'opération lui avait laissé un trou béant dans le palais, ce qui a entraîné une communication bucco-sinusienne. Tout ce qu'il mangeait ressortait par le nez, et sa bouche exhalait une odeur de pourriture. À mon avis, on ne pouvait pas l'approcher à moins de 3 mètres. En 1728, le Français Pierre Fauchard publie Le chirurgien dentiste ou traité des dents. Il est considéré comme le père de la médecine dentaire moderne. En 1756, Philippe Pfaff, dentiste personnel de Frédéric le Grand, signe à son tour un manuel de médecine dentaire, traité des dents de l'homme et de leurs maladies. Il y décrit, entre autres, les instruments qu'il a inventés.
Les deux ouvrages ont servi de base aux travaux scientifiques et à l'enseignement. Grâce à l'industrialisation, leurs avancées s'accompagnent d'innovations techniques. En 1844, l'Américain Horace Wells découvre par hasard les propriétés anesthésiantes du gaz hilarant. Le patient auquel on en insuffle est détendu et le praticien peut mieux se concentrer. En 1895, Wilhelm Conrad Röntgen découvre les rayons X, qui permettent de voir l'intérieur du corps humain. Les interventions ne se font plus à l'aveugle. À partir du 19e siècle, s'il faut fraiser une dent et l'obturer, on utilise un amalgame. C'est encore en partie le cas aujourd'hui. Les plombages ont été critiqués à toutes les époques. C'est une solution bon marché. Ça l'est encore aujourd'hui. Mais ces jours sont comptés. Car les progrès de la médecine dentaire sont de plus en plus rapides. Nouveaux amalgames, nouvelles méthodes de soins, nouvelles techniques. Après plusieurs millénaires d'existence, cette discipline demeure en perpétuelle évolution. Je suis vraiment contente de ne pas être née à cette époque. Ça ne devait vraiment pas être très réjouissant. Et pour faire des rencontres, ça devait être compliqué aussi. Je n'aurais jamais pu charmer un beau chevalier avec des dents toutes gâtées. Si ça se trouve, il n'avait plus de dents non plus. Nous sommes dans la salle de simulation de l'hôpital universitaire de la Charité à Berlin et nous allons regarder comment procède un dentiste moderne. Et tout ça sous la houlette du professeur Paris. Professeur, quels sont les pires ennemis de nos dents aujourd'hui ? Eh bien, comme toujours, les caries et les parodontoses. Comme chacun sait, les caries sont dues à une alimentation trop sucrée. Les bactéries présentes dans notre bouche se nourrissent du sucre que nous leur fournissons en quelque sorte et produisent un acide qui ronge l'émail de la dent. Dit comme ça, c'est très parlant. Je vois bien l'image. C'est pour ça qu'il faut se brosser les dents. La deuxième pathologie, la parodontite, dérive d'une inflammation des gencives. Il existe plusieurs facteurs de risque, comme un brossage insuffisant, mais aussi la génétique. Résultat, la dent se déchausse, elle bouge, et elle finit par tomber un jour ou l'autre. Ce service est dédié à la préservation des dents. Ça veut dire qu'on essaye d'éviter au maximum l'extraction ? Notre but est effectivement de conserver les dents le plus longtemps possible, idéalement à vie. La première étape, c'est d'empêcher ces deux pathologies de se manifester. Si elles se déclarent malgré tout, il faut les traiter le plus tôt possible pour empêcher le déchaussement des dents et les lésions carieuses. Est-ce qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup moins la roulette ? Si, on l'utilise encore beaucoup. Mais on essaie d'y avoir recours le plus tard possible et de la manière la moins invasive, en creusant le minimum pour limiter la perte de substances dentaires et conserver la fonction masticatoire de la dent. Mais que faut-il faire pour ne pas en arriver là ? Les méthodes de prévention, la prophylaxie, pour éviter la survenue de caries ou de parodontite, consistent à mieux se brosser les dents, à prendre un traitement au fluor, à corriger son alimentation. Ces moyens sont aussi valables pour éliminer les caries ou les parodontites débutantes. Mais je croyais qu'une fois qu'on avait une carie, c'était trop tard, il fallait passer la roulette. C'est ce qu'on a longtemps cru. Mais aujourd'hui, on sait que les caries, comme n'importe quelle autre maladie, peuvent être soignées. La salive, par exemple, peut reminéraliser les dents. En revanche, et c'est ce qui nous différencie des autres disciplines, les cellules de la dent ne peuvent pas se régénérer, contrairement à celles de la peau par exemple. Si une dent est cariée, il faut la creuser et la reboucher. Ça n'a pas changé. Et pour ça, on s'entraîne sur les gentils cobayes que voilà. Oui, absolument. Avant de se voir confier des patients, les étudiants doivent se faire la main sur ces mannequins, avec des dents en plastique. Ils peuvent les fraiser autant qu'ils veulent, quitte à les massacrer, jusqu'à ce qu'ils arrivent au bon geste. Quelqu'un a dessiné des yeux terrifiés sur celui-là, parce qu'il sait que c'est nous qui allons manier la roulette. Vous allez pouvoir vous mettre dans la peau d'un dentiste. Je n'arrive même pas à enfoncer. Partez du haut. Il ne faut pas toucher aux dents d'à côté. C'est le plus difficile. Oh, Voyons ça.
Alors, j'ai creusé à côté? Oui, il y a un beau trou là. Oh zut. Aujourd'hui, on retirerait beaucoup moins de dents. Bon, voilà qui est rassurant. En dehors de la roulette, les dentistes disposent aujourd'hui de toute une panoplie de solutions pour soigner les caries. Petit passage en revue. Un rendez-vous chez le dentiste est souvent traumatisant. Certains le repoussent le plus longtemps possible, jusqu'au jour où il n'y a plus rien à sauver. Les techniques récentes promettent la fin de la roulette, ou presque. Encore faut-il se rendre chez le dentiste. Autrefois, on y avait systématiquement recours pour enlever une carie, même débutante. Il existe dorénavant une nouvelle méthode qui nous épargne ce supplice. Avec l'infiltration, nous pouvons soigner la carie à un stade précoce, lorsqu'elle n'est pas encore installée, et que l'émail est seulement poreux. L'infiltration consiste à déposer sur la dent une résine liquide qui va pénétrer par capillarité l'émail poreux. La résine est stabilisée à l'aide d'une lumière bleue et obstrue les canaux, bloquant ainsi les attaques acides des bactéries. Seul bémol, l'infiltration n'est pas visible sur une radio. Un autre dentiste, qui ignore que le patient a été soigné de cette façon, pourrait traiter de nouveau la dent. L'intervention n'aura servi à rien. Mais combien de dentistes en Allemagne utilisent déjà cette technique ? On estime qu'entre 10 et 20% des dentistes disposent de cette technique aujourd'hui. Le produit est en vente dans le monde entier et il est de plus en plus utilisé. En France, moins de 1% des dentistes pratiqueraient l'infiltration. Des deux côtés du Rhin, les caisses d'assurance maladie ne couvrent qu'une partie des soins. En Allemagne, le remboursement par acte est compris entre 80 et 120 euros. En France, il s'élève à 150 euros. Les caries à un stade avancé sont traitées de manière classique. On les retire et on rebouche la cavité. Avant, on estimait que les caries étaient avant tout une maladie infectieuse causée par des bactéries. Le traitement logique consistait donc à tuer ces bactéries. Aujourd'hui, on part du principe que si les bactéries sont neutralisées par un amalgame, elles ne peuvent plus se nourrir et meurent de faim. Partant de ce postulat, il n'est plus nécessaire de retirer autant de substances dentaires. Le risque de toucher un nerf en fraisant diminue et la dent se conserve plus longtemps qu'avec une méthode classique. En fait, l'élimination radicale de la carie pourrait être encore plus dommageable pour le nerf que les bactéries restantes. Là aussi, le danger existe qu'un autre dentiste ne sache pas reconnaître le traitement et veuille retirer la carie. C'est pourquoi les patients doivent informer leur nouveau dentiste des soins qu'ils ont reçus précédemment. Cette technique commence à faire son chemin. Au début, cette innovation a suscité le rejet, parce que laisser une carie était considéré comme de la mauvaise médecine. Il y a 10 ou 20 ans, on estimait que c'était une erreur médicale. Aujourd'hui, nous disposons de nouvelles connaissances et de nouvelles études, et de nombreux dentistes y sont ouverts. C'est une méthode qui fait de plus en plus d'adeptes. Comme ce nouveau traitement ne génère pas de dépenses supplémentaires, il est le plus souvent pris en charge par les caisses d'assurance maladie. Si un nerf est déjà touché, on procède à un traitement du canal radiculaire. Cette intervention a connu un essor important ces dernières années. Pour gagner en précision, les chirurgiens travaillent avec des lunettes loupes et des microscopes. Et de nouvelles limes en acier souple facilitent le curetage des canaux incurvés. C'est comme si on devait percer un trou dans un mur, mais dans l'angle. C'est à ce genre de difficulté qu'est confronté un dentiste. Aujourd'hui, il a à sa disposition des fraises et des limes spéciales. Nous utilisons aussi les ultrasons pour détruire les bactéries présentes dans le canal radiculaire et le désinfecter.
Cette nouvelle technique minimise le risque de ne pas détruire toutes les bactéries ou de provoquer des lésions. Son efficacité est universellement reconnue, mais elle ne s'est pas encore généralisée à l'ensemble de la profession. Elle nécessite en effet un équipement de pointe très onéreux, ainsi qu'un investissement en temps important pour les dentistes, qui répercute les coûts sur les patients. En France et en Allemagne, les caisses d'assurance maladie ne remboursent que les traitements classiques du canal radiculaire. En cas de dépassement, le patient doit payer la différence. Et pourtant, la tendance ne trompe pas. Aujourd'hui, on essaie au maximum de conserver la dent, même si elle est très dégradée. Et en général, ça en vaut la peine, car rien ne surpasse les vraies dents. Et lorsqu'une dent est définitivement condamnée, il ne reste plus que la solution de la prothèse pour la remplacer. Le professeur Boyer va nous expliquer tout ça. On vient de l'entendre, la conservation des dents est le nouveau credo de la médecine dentaire. Comment concilier conservation et restauration ? Ici, nous privilégions la protection de la substance dentaire dure. Nous pesons vraiment le pour et le contre avant de meuler une dent. Il existe de nouveaux matériaux qui permettent de retirer moins de substances. Si le remplacement de la dent est inévitable, nous pouvons poser des racines artificielles, des implants. J'ai ici un de ces implants. En général, ils sont en titane. Il a cette taille pour qu'on puisse mieux voir. Un véritable implant mesure environ 10 mm, ce qui correspond à peu près à une racine. Cet implant en titane est introduit dans l'os et recouvert d'une couronne. C'est comme un jeu de construction, mais dans la bouche. Si on veut. Ensuite, on pose la couronne sur l'implant. Imaginez que ma main représente la gencive et que seule la dent dépasse. Et sans avoir touché aux dents d'à côté, on obtient une dent qui a récupéré sa fonction masticatoire. Ensuite, on visse comme une ampoule. Exactement, vous vissez la couronne. Lorsque la couronne est abîmée et doit être changée, on la dévisse. La racine artificielle reste dans l'os et il suffit de poser une nouvelle couronne par-dessus. Mais je n'ai pas besoin de la démonter chaque soir pour me brosser les dents. Non, bien sûr que non. Viens de coucher. Oui, 2 secondes. Ce serait un vrai cauchemar d'avoir ces dents qui dorment dans un verre à côté. Seul un dentiste peut retirer un implant. C'est une opération lourde. Les implants sont comme des dents normales. Vous avez parlé de nouveaux matériaux. De quoi s'agit-il ? Jusqu'à présent, on utilisait du métal pour la stabilité, avec un revêtement de la couleur de la dent. Aujourd'hui, nous avons toute une gamme de céramique et on a quasiment banni le métal. On ne l'utilise plus que pour la racine. Pour un bridge ou une couronne, il existe actuellement des solutions beaucoup plus esthétiques. Quand on utilise du métal, il faut toujours le recouvrir pour qu'il soit invisible, ce qui nécessite de sacrifier un peu d'épaisseur de dent. Avec la céramique, on peut faire plus fin. C'est tout à fait possible parce qu'il n'y a pas la chape de métal à recouvrir. La numérisation a aussi fait son apparition en médecine dentaire. Comment est-on passé des prothèses fabriquées en atelier aux implants modélisés par ordinateur ? C'est un point très intéressant. Pour implanter cette racine dans l'os, vous vous doutez bien qu'il faut être extrêmement précis. Il faut évidemment éviter de léser les structures anatomiques. La technologie d'imagerie numérique permet de représenter l'os ou toute la mâchoire en 3 dimensions pour ensuite créer une maquette virtuelle, comme les différents modèles en plâtre que vous avez là. Observons le processus. On commence par créer une image en 3D de la mâchoire et des dents. C'est cette zone qui doit recevoir 2 implants. Le nerf en rouge est bien identifiable. Il ne doit pas être endommagé. On réalise ensuite un scanner intraoral de la gencive et des dents. Il remplace la prise d'empreinte classique. Les 2 images sont combinées et la position des implants est calculée avec précision par ordinateur. Une fois la conception terminée, on fabrique un guide chirurgical avec une imprimante 3D. Ce guide chirurgical s'adapte parfaitement aux dents du patient. Lors de l'intervention, la fraise sera guidée par de petites douilles. Le nerf ne sera pas touché et l'implant sera mis en place au millimètre près. C'est très moderne, mais est-ce que c'est très répandu ? Tous les dentistes ne sont pas équipés.
N'ayant pas de chiffre officiel, je ne peux faire que des estimations. Je dirais qu'un implant sur 10 ou 20 est fabriqué de cette façon. Il faut savoir que cela représente un très gros investissement matériel. J'ai besoin d'un appareil de radiographie, d'un scanner à intervalles, d'un logiciel de modélisation et d'une imprimante 3D. C'est un investissement considérable. On faisait des implants tout à fait valables quand on n'avait pas encore cette technologie, mais avec l'imagerie numérique, c'est plus simple et plus prévisible. En implantologie, mes étudiants commencent toujours par modéliser un implant en 3 dimensions pour être parfaitement préparés avant l'intervention. Un autre point très important, la technologie numérique ne remplace pas l'intervention d'un dentiste. Le patient ne va pas se passer la roulette tout seul. Il peut toujours y avoir des petits décalages et diverses contraintes qui exigent d'être réactif et de s'adapter. C'est un complément très utile pour l'opération chirurgicale, mais il faut pouvoir opérer pour tout mettre en place. Merci infiniment. Je vous en prie. La numérisation des soins dentaires a fait son apparition dans les hôpitaux universitaires, mais elle a fait aussi son entrée dans certains cabinets. On vous montre un exemple. Marcus a besoin d'une nouvelle couronne. Il appréhende son rendez-vous chez le dentiste, car jusqu'à présent, le parcours de soins a toujours été un véritable marathon. On m'a d'abord posé un pansement qui était censé tenir, mais qui tombait sans arrêt. Puis on m'a posé une couronne, et j'ai dû revenir je ne sais pas combien de fois pour la faire ajuster. C'est pour éviter ces désagréments que Nicole Kühnel-Krenzer, chirurgien dentiste, a décidé de ne plus fabriquer ses prothèses de manière traditionnelle. Bonjour, je vous mets la serviette. L'inconvénient d'une couronne traditionnelle, c'est qu'il faut enchaîner 2 ou 3 rendez-vous. Et à chaque fois, il faut faire une anesthésie, donc une piqûre dont le patient se serait bien passé. En plus, la prise d'empreinte conventionnelle faite dans la bouche avec un produit en silicone déclenche chez beaucoup de patients un réflexe nauséeux. Pour fabriquer couronnes et amalgames, elle a donc décidé de passer à la technologie CEREC, céramique reconstruction. Fini les empreintes et les moules en plâtre, place au virtuel. Les surfaces dentaires sont recouvertes de poudre avant d'être balayées par une caméra. J'utilise une caméra intraorale pour scanner chaque dent et obtenir une image virtuelle en 3 dimensions que le logiciel va ensuite modéliser. La caméra capture non seulement l'image de la dent concernée, mais aussi celle des dents d'à côté, du maxillaire antagoniste et de l'occlusion dentaire. On obtient ainsi un cliché précis de la mâchoire. À partir de toutes ces données, le programme crée une couronne adaptée. C'est beaucoup plus précis. Il n'y a plus ces décalages entre la prise d'empreinte et le moulage en plâtre réalisé par le laboratoire. Nous n'avons plus ce problème puisque nous transférons directement les données de la caméra intraorale sur l'ordinateur. Le résultat est d'une très grande précision. Une fois les dimensions de la couronne configurées, le bloc de céramique est usiné dans la salle voisine et prêt en seulement 5 minutes. La technologie CEREC fait partie des méthodes de restauration dites au fauteuil. Les dentistes peuvent fabriquer en quelques minutes des inlays, des armatures ou des bridges et les poser dans la foulée. Je suis en train de vérifier que les bords de la couronne s'ajustent bien sur la dent. Très bien. On va pouvoir la poser. Ouvrez la bouche. Refermez. On passe de l'examen à la fabrication sur place de la prothèse en un temps record. Au bout d'1 heure et demie, Marcus peut rentrer chez lui. On se revoit demain pour un contrôle. Au revoir.
C'est vraiment super rapide. Avec les nouvelles technologies médicales, le temps passé sur le fauteuil du dentiste est réduit au minimum et c'est tant mieux. Marcus peut s'estimer heureux et nous aussi. Nous avons de très bonnes chances de conserver des dents saines jusqu'à la fin de nos jours. Absolument. Et ce, grâce à la dentisterie moderne qui privilégie la préservation de nos dents. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se laisser aller. C'est vrai, ça ne dispense pas de se brosser les dents régulièrement. Et ça, personne ne peut le faire à votre place. Dis-moi, Gunnar, à quand remonte ton dernier détartrage? Oui, je sais, ça prend une tournure personnelle et désagréable. C'était avant l'euro, c'est ça? N'importe quoi. On croquait la vie à pleines dents. Ça me rappelle de bons souvenirs. Il est plus que temps de prendre rendez-vous. Et vous, n'oubliez pas celui du prochain Xenius. À la prochaine. À la prochaine.